Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. L'histoire d'aujourd'hui est absolument légendaire dans le monde du vin, et son personnage principal a été l'objet de toutes les discussions dans le petit monde des grands crus pendant des décennies. On y retrouve toute l'aura prestigieuse et presque mystique des vieux millésimes, magnifiée par la dimension historique des bouteilles qui sont au cœur de cette affaire extraordinaire. On y croise les plus grandes maisons d'enchères, les plus avides collectionneurs et les plus célèbres critiques et experts. Des vieilles caves de Paris aux manoirs allemands, en passant par les salons lambrissés des maisons d'enchères londoniennes, cette histoire exceptionnelle a fait l'objet d'un livre magistral écrit par le journaliste américain Ben Wallace, The Billionaire's Vinegar, publié en 2008 par Random House et sur lequel je me suis appuyé pour écrire ce récit. Afin de vous raconter au mieux cette histoire qui court sur près de 40 ans, j'ai choisi de diviser ce podcast en 2 épisodes, dont le premier commence à l'hiver 1985, au milieu des boiseries d'une salle des ventes, en plein cœur de Londres. Nous sommes à Londres le jeudi 5 décembre 1985 et une petite pluie froide ruisselle sur la façade victorienne en pierre blanche d'un grand hôtel particulier. Nous sommes au numéro 8 King Street, au cœur de la capitale anglaise, à 2 pas de Trafalgar Square et de Buckingham Palace, au siège de la maison Christie's. Véritable institution britannique de la vente aux enchères d'œuvres d'art, d'objets rares et de grands vins. Pensez donc, il y a 219 ans, jour pour jour, James Christie tenait sa première vente aux enchères. Il est 14h30 dans les locaux de la vénérable institution et un homme fait les 100 pas dans son bureau. Il est grand et distingué dans son costume croisé sur mesure avec ses cheveux gris-blanc et d'une prestance plus aristocratique que bien des lords britanniques. Quand il ne note pas ses commentaires de dégustation dans ses petits carnets rouges, il aime crayonner des paysages ou jouer du Brahms au piano. Michael Broadbent a 58 ans. C'est le fondateur du département vin de Christie's et un des premiers titulaires du prestigieux titre de Master of Wine. Depuis plus de 20 ans, il arpente les caves froides et humides des châteaux écossais et des plus vieilles demeures d'Angleterre pour dénicher les bouteilles qui ont permis à Christie's de devenir le leader sur le marché des vieux vins et spiritueux avec plus de 7,3 millions de livres de vente en 1984. Mais aujourd'hui, l'expert en vin et commissaire-priseur de la maison est nerveux. Il se répète dans sa tête les numéros de lot, les noms des acheteurs et les surenchères minimum. Pourtant, des ventes aux enchères, il en a déjà dirigé beaucoup. Mais celle d'aujourd'hui est exceptionnelle, car elle offre aux acheteurs la chance d'acquérir une bouteille absolument extraordinaire et comme on n'en a encore jamais vu sur le marché. Quelques mois plus tôt, en avril 1985, à l'occasion de travaux de rénovation dans la cave d'un hôtel particulier parisien, un collectionneur allemand raconte que les ouvriers ont mis la main sur une très vieille cage de bouteilles qui avait été murée depuis longtemps. Et du fond de cette cave parisienne, ils ont remonté un véritable trésor. 2 douzaines de bouteilles de grands vins de Bordeaux, Lafite, Margaux, Yquem, Bras de Mouton, l'ancien nom du château Mouton Rothschild, mais surtout, ce sont les millésimes qui sont absolument incroyables. 1787 et 1784. Depuis les années 60-70 et le développement du marché des vieux millésimes pour lequel Broadbent a beaucoup œuvré, on trouve régulièrement des bouteilles du début du XXe siècle, voire parfois du XIXe siècle, dans les collections privées de vieilles familles bourgeoises ou aristocratiques en France, au Royaume-Uni ou en Belgique. Dans son catalogue de Noël 1973, la maison Nicolas propose encore du Château Margaux 1918, Château d'Yquem 1908 ou du Porto 1900. Mais des bouteilles vieilles de 200 ans, datant d'avant la Révolution française, c'est tout simplement extraordinaire. Selon le collectionneur, les bouteilles auraient été emmurées pour les protéger des pillages et la cave oubliée, probablement suite au décès de son propriétaire. Il y a eu tant d'exécutions arbitraires pendant la Révolution. Scellées dans ce caveau quasi hermétique, à 12 degrés, pendant 2 siècles, elles auraient miraculeusement survécu. Et pour savoir si le vin, lui, a survécu, l'heureux découvreur de ce trésor, un Allemand du nom d'Hardy Rodenstock,
veut amener une de ses bouteilles extraordinaires au château pour la goûter. Le 3 mai 1985, le comte Alexandre de Lursalus reçoit un groupe en son château d'Yquem et Rodenstock fait partie des invités. Alors que la dégustation bat son plein, il informe le comte qu'il a apporté avec lui une bouteille de 1787 qu'il se propose de goûter. Muet de stupéfaction et de curiosité, le comte accepte, et c'est ainsi que solennellement et avec 1000 précautions, la bouteille est ouverte par Rodenstock. En cet instant, le temps est comme suspendu alors qu'il verse le liquide dans les verres et chacun se penche religieusement sur le précieux nectar. La couleur est d'un brun ambré très sombre et le vin manifestement très vieux mais encore doux et riche avec des notes typiques des très vieux millésimes d'Yquem selon le maître de chai et le propriétaire du château. En émoi devant ce témoignage d'histoire, les participants décident de se retrouver à l'automne en Allemagne pour goûter l'autre millésime trouvé dans la cave parisienne, 1784. C'est chose faite en octobre à Wiesbaden, en présence de Michael Broadbent, qui, conquis par la qualité du vin et comprenant qu'il s'agirait là du plus beau coup de sa carrière, convainc Rodenstock de vendre une de ses bouteilles aux enchères chez Christie's, un Lafite 1787. Depuis le XVIIe siècle, les vignobles du Médoc et des Graves produisent des vins que les marchands anglais qui font vivre le commerce bordelais appellent clarets. En 1663, Samuel Pepys fait mention dans son journal du vin de O'Brien, qui deviendra le château Aubryon. Et la London Gazette annonçait déjà en 1700 une vente aux enchères de vins de Lafite, Latour et Margouze. Le meilleur vin blanc de Bordeaux, Yquem, produit déjà 150 000 bouteilles par an, et sous le règne de Louis XV, le duc de Richelieu fait la promotion du vin de Lafite, qui devient l'un des plus prestigieux du royaume. Mais l'intérêt du commissaire-priseur anglais pour ce vin dépasse largement le caractère déjà exceptionnel de son pédigré et de son millésime. Car toutes les bouteilles de la cave parisienne présentent une autre particularité. Elles portent, gravé dans le verre, le nom du château, le millésime, ainsi que les initiales THJ. Broadbent connaît déjà le collectionneur allemand, amateur réputé et dénicheur bien connu de vieilles bouteilles, et il lui fait confiance. Mais il souhaite tout de même expertiser la bouteille. Pour vérifier le verre et la gravure, Broadbent demande à Hugo Fletcher Morley, expert en vin et en porcelaine chez Christie's, qui lui confirme que le verre date bien du XVIIIe siècle et que la méthode de gravure, dite à la roue au moyen d'une molette de cuivre, est conforme au procédé de l'époque. Rassuré sur la bouteille, Broadbent fait ensuite appel à un expert de la British Library qui confirme que la graphie des lettres et des chiffres est également conforme à des écrits authentiques de la même époque. Quant au bouchon, après avoir déjà vu celui du Yquem 1784, Broadbent est satisfait de l'apparence de celui du Lafite 1787. Restent les initiales THJ. À qui peuvent-elles bien faire référence ? Quelle personnalité aurait pu acheter ces grands vins et aller jusqu'à les faire graver à son nom ? Rodenstock a une idée, et après avoir mené ses propres recherches dans des archives, Broadbent est convaincu que le collectionneur allemand a vu juste. En 1785, Benjamin Franklin, l'ambassadeur à Paris de la toute jeune République américaine, s'apprête à passer la main à son successeur. Un homme cultivé et francophile, ancien délégué de l'État de Virginie au Congrès et arrivé en France depuis près d'un an, Thomas Jefferson. THJ. À l'époque, Jefferson est déjà un amateur de vin qui, à l'heure de bâtir sa résidence de Monticello en 1769, a commencé par la cave. Jefferson est un épicurien et un esthète, mais c'est aussi un observateur social et politique avisé. Durant son séjour en France, de 1784 à 1789, il s'intéresse de près à la viticulture et à la vinification, et pose beaucoup de questions en vue de développer un jour la culture de la vigne aux États-Unis, conscient que la véritable indépendance de son pays passe aussi par l'autosuffisance alimentaire. En 1787, Jefferson fait un voyage à Bordeaux où il arrive le 24 mai et prend ses quartiers à l'hôtel Richelieu. À quelques heures d'intervalle, de l'autre côté de l'Atlantique,
ses collègues du Congrès sont réunis pour ouvrir la Convention de Philadelphie, qui donnera naissance à la Constitution américaine. Jefferson visite le château Aubryon et goûte de nombreux vins, notamment de l'année 1784, qu'il juge le meilleur millésime depuis 10 ans. Rentré à Paris, il passe commande au château de 250 bouteilles d'Yquem 1784 et écrit à un ami que c'est seulement au château et non à un quelconque marchand qu'il faut acheter le vin pour s'assurer qu'il est véritable. Jefferson demande au château de mettre ses vins en bouteille pour ne pas qu'ils puissent être dilués ou mélangés par un marchand, et ses archives personnelles conservent la trace d'une autre commande de 250 bouteilles de Lafite 1784 et de 252 bouteilles de Aubryon 1784. Mais le négociant chargé de la préparation de la commande se trompe et lui envoie à la place du château Margaux de la même année. Le 17 septembre 1789, Jefferson invite à dîner à l'ambassade américaine à Paris le marquis de Lafayette, le duc de La Rochefoucauld, le marquis de Condorcet, et un avocat américain, le gouverneur Morris, qui avait le bon goût de partager la maîtresse de Talleyrand. Dans un Paris en plein tumulte après la prise de la Bastille 2 mois plus tôt, on discute des rumeurs d'une possible fuite de Louis XVI, et Jefferson annonce qu'il va rentrer aux États-Unis pour un congé de 6 mois. Il ne le sait pas encore, mais nommé secrétaire d'État par le président George Washington, il ne reviendra jamais en France, et ses biens seront liquidés ou envoyés chez lui en Virginie. Mais certaines des caisses de vin commandées n'arriveront jamais aux États-Unis. Michael Broadbent a donc devant lui une bouteille d'un des plus grands châteaux dans un millésime extraordinaire et ayant appartenu à l'un des pères fondateurs de la République américaine, auteur de la Déclaration d'indépendance et 3e président des États-Unis. Dans le catalogue Christie's de la vente, en face de la présentation du lot 337, dans la colonne Estimation, il a inscrit « Inestimable ». La bouteille basse, un peu bombée, d'une couleur ambre-vert croûtée de vieille poussière, est présentée aux acheteurs avant la vente. On peut y lire le millésime, Lafite écrit à l'ancienne avec 2 T, et la fameuse inscription aux initiales de Jefferson. Les enchères s'ouvrent à 10 000 livres, 12 000, 14 000 livres, 16 000, 18 000. Au fur et à mesure que montent les enchères, les acheteurs sont de moins en moins nombreux. Et celui qui semble retenir la corde est Kip Forbes, le fils du milliardaire américain Malcolm Forbes. Le jour même, en fin d'après-midi, le magnat américain de l'édition ouvre à New York une exposition en hommage à Thomas Jefferson dans les salons du Forbes Building. Aussi, quand il a appris l'existence et la mise en vente de la bouteille, il a envoyé son bras droit et son fils à Londres pour l'acheter à n'importe quel prix et la ramener en jet privé juste à temps pour l'inauguration quelques heures plus tard. Le vin en lui-même ne l'intéresse pas, et Forbes est persuadé que malgré son niveau encore dans le goulot de la bouteille, le vin est imbuvable. Il y a quelques années, en goûtant à Lafite 1799, le baron Élie de Rothschild, visiblement peu emballé, avait répondu après avoir trempé le bout de ses lèvres « c'est du vin ». Mais ce qui intéresse Forbes, c'est la valeur symbolique de la bouteille et le plaisir de la savoir en sa possession. Forbes aime impressionner l'assistance, et en collectionneur invétéré, il aime faire étalage de ses trésors. En 1986, à l'occasion du centenaire du don de la Statue de la Liberté par la France aux États-Unis, le milliardaire avait invité l'épouse du président de la République, Danielle Mitterrand, à visiter son yacht dans le port de New York. Fier de lui, il lui avait fait visiter la cave du bateau et ses plus belles bouteilles. « Madame, vous serez ravie de voir dans ma cave tous les grands vins de Bordeaux. » Ce à quoi la première dame lui avait répondu d'un ton cassant « Monsieur, je viens de Bourgogne. » Mais en cet après-midi de décembre, Forbes n'avait pas prévu qu'un autre acheteur viendrait lui disputer son trophée, et ce, bien au-delà de ce qu'il avait envisagé. En 1985, Marvin Shanken est l'éditeur du Wine Spectator, un hebdomadaire américain dédié au vin, et en véritable passionné, Shanken est venu à Londres pour voir et tenter d'acquérir cette bouteille unique. Mais s'il peut se permettre de dépenser quelques milliers de livres de l'époque, il n'a pas les moyens de jouer dans la cour des milliardaires. Et c'est la mort dans l'âme qu'il assiste aux enchères de la prestigieuse bouteille promise à Kip Forbes.
Alors que les enchères approchent des 50 000 livres, Shanken n'y tient plus. Il ne peut pas laisser ce blanc-bec de 35 ans qui ne connaît rien au vin et qui n'est là que pour satisfaire le dernier caprice de papa, repartir avec la bouteille. Kip Forbes vient d'enchérir à 52 000 livres, quand du fond de la salle, Shanken relève le gant. 54 000, 56 000, 58 000, 60 000. Et le prix continue de monter, aucun des deux adversaires ne voulant abandonner le combat. Forbes, 78 000, Shanken, 80 000, et ça monte encore. J'ai 100 000 livres au fond de la salle. En entendant Broadbent annoncer le montant astronomique de son enchère, Marvin Shanken est pris de vertige. Il vient de divorcer et ses affaires ne sont pas mirobolantes. Il n'a pas du tout les moyens de dépenser 100 000 livres et maudit son emportement qui va lui faire payer cette bouteille jusqu'à la fin de sa vie. À moins qu'il ne se déclare en faillite personnelle. Dans tous les cas, il est ruiné. Quand une main se lève dans la salle et qu'il entend le commissaire-priseur anglais annoncer « 105 000 livres », Kip Forbes vient de surenchérir pour son plus grand soulagement. 105 000 livres une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, vendu. Pour 105 000 livres à Monsieur Forbes. Jusque-là, la bouteille la plus chère jamais vendue était un Mouton 1870 pour 38 000 livres, et la plus vieille, un Lafite 1822 pour 31 000 livres. Le Lafite 1787 de Thomas Jefferson vient de faire voler en éclats tous les précédents records et devient, pour l'équivalent de 156 000 $, la bouteille la plus chère du monde. Quand il apprend le prix qu'il vient de payer quelques minutes plus tard, Malcolm Forbes est absolument furieux et il hurle au téléphone sur son fils. Mais un autre problème se pose très vite au moment de prendre possession du prestigieux trophée. Vu le prix astronomique de la bouteille, une licence d'exportation va être nécessaire. Et un employé de Christie's fait même observer que la maison va devoir obtenir une déclaration officielle d'un musée certifiant qu'il ne s'agit pas d'un trésor national. C'est finalement le Victoria and Albert Museum qui donne le précieux sésame, mais il est trop tard pour l'inauguration de l'exposition new-yorkaise. Dans les heures qui suivent, la nouvelle de la vente record fait le tour du monde. Tous les journaux parlent de la bouteille Jefferson et tout le monde veut voir le précieux flacon. Mais il y a une personne qui ne partage pas l'enthousiasme général autour de cet événement. Lucia Goodwin, que tout le monde appelle Cinder, est chercheuse à la Thomas Jefferson Foundation, établie dans la propriété historique du père fondateur, à Monticello, en Virginie. Cinder Goodwin ne connaît rien au Grand Bordeaux et au vieux millésime, et ne porte aucun jugement sur le vin. Par contre, elle met en doute l'attribution des bouteilles et de la fameuse initiale à Thomas Jefferson. Le 14 juin 1985, 6 mois avant la vente de Londres et après la dégustation au Château d'Yquem, Hardy Rodenstock avait envoyé un fax à la Virginia Wine Growers Association pour les informer de la découverte des bouteilles à Paris. Et le bruit avait rapidement commencé à se répandre. Avant la vente, un article paru dans le New York Times avait déjà émis quelques doutes sur l'attribution de la bouteille. Pour en avoir le cœur net, Goodwin s'est mise à chercher dans les archives de Monticello tous les documents qui pourraient prouver ou contredire les déclarations de Rodenstock et de Christie's. Thomas Jefferson était un parangon de méticulosité et notait toute sa comptabilité dans ses mémorandums. Goodwin retrouve des traces d'achat de Margaux et Yquem 1784, mais pas de Lafite. Jefferson avait bien écrit au château en 1788 pour demander des bouteilles, mais il lui avait été répondu que le millésime 1784 n'était plus disponible. Pas de traces non plus de Lafite 1787. Elle retrouve bien une commande d'Yquem envoyée en 1790 depuis les États-Unis, mais demandant seulement le meilleur millésime à boire, sans autre précision, et que le vin soit étiqueté au château, mais sans demande de gravure. Les commandes ayant été passées directement au château, la gravure aurait dû se faire soit à Bordeaux, soit à Paris. Or, la gravure de centaines de bouteilles aurait demandé du temps et coûté une somme,
qui n'apparaît nulle part dans les mémorandums de Jefferson. Par ailleurs, comment se fait-il que les bouteilles des différents châteaux et des différents millésimes donnent l'impression d'avoir été gravées par la même main? Les initiales mêmes interpellent la chercheuse. Jefferson a fait personnaliser plusieurs objets au cours de sa vie, mais jamais, selon les archives de Monticello, avec les initiales THJ, mais plutôt TJ. Enfin, étant donné que Jefferson a quitté la France à l'automne 1789 et que les vins à l'époque n'étaient pas mis en bouteille avant 3 ou 4 ans, il ne lui semble pas possible qu'il ait pu les acquérir ou même les recevoir en cadeau, ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de documents les concernant. Pour Cinder Goodwin, s'il existe des éléments qui pourraient soutenir la thèse de bouteilles ayant appartenu à Jefferson pour certaines d'entre elles, comme Ikem 1784, elle n'en trouve aucun pour d'autres comme le Lafite 1787. Or, à cause de l'histoire de la découverte et de la gravure des bouteilles, elle considère qu'elles forment un tout et qu'elles sont soit toutes authentiques, soit toutes inauthentiques quant à leur appartenance à Thomas Jefferson, et de conclure, je cite, « N'y avait-il pas de Thomas, de Théodore ou de Théophile qui aimait le vin de Bordeaux et vivait à Paris en 1790 ou après, quand le millésime 1787 a été mis en bouteille, et à qui ces bouteilles auraient pu appartenir ?» Publié une semaine après la vente de Christie's, son rapport met en rage Michael Broadbent et Hardy Rodenstock qui cherchent à le démonter, arguant que la chercheuse a mal interprété les archives historiques et ne peut rien affirmer. Éric de Rothschild du Château Lafite ne remet pas en cause l'authenticité du vin, ni Alexandre Lursalus qui confirme que les archives d'Ikem contiennent bien une commande de 1784 par Jefferson avec une demande d'étiquetage, mais pas de gravure. Un autre détail intrigue les observateurs les plus circonspects. Lors de son séjour à Paris, Thomas Jefferson habitait aux Champs-Élysées, et son ancienne résidence a depuis longtemps été détruite pour faire place à un nouveau bâtiment. Et curieusement, depuis que les nouvelles de la vente ont fait le tour du monde, aucun ouvrier parisien ne s'est manifesté pour clamer qu'il faisait partie de l'équipe qui a découvert le fameux trésor. En avril 1986, l'exposition de Jefferson au Forbes Buildings prend fin et la bouteille est désormais exposée dans les salons du bâtiment. C'est là que vient la voir le marchand new-yorkais Bill Sokolin, qui la découvre dans une vitrine sous des spots halogènes. Il fait prévenir Margaret Kelly, la responsable de la collection, qu'il vaudrait mieux mettre la bouteille dans un endroit plus approprié à la conservation du vin, et celle-ci entreprend de déplacer la bouteille. Au moment où elle s'apprête à la soulever, après avoir ouvert la vitrine, elle constate que quelque chose flotte à la surface du vin, et son visage se décompose quand elle comprend que c'est bien le bouchon qui est tombé dans la bouteille. La bouteille de vin la plus chère du monde n'est désormais plus qu'un flacon de vinaigre. Pendant ce temps-là, en Europe, l'émoi autour des bouteilles Jefferson n'est toujours pas retombé. Et Michael Broadbent est inquiet quand il arrive le 3 juin 1986 à Pauillac, devant les lourdes portes du château Montaut-Rothschild. Pour mettre fin aux polémiques, Hardy Rodenstock est venu avec des amis allemands, son sommelier Ralph Frenzel et une bouteille Jefferson de Bran-Mouton 1787. Ils sont accueillis par Philippe Cérès de Rothschild, le petit-fils du baron Philippe, Raoul Blondin, le maître de chai du château, et une célèbre critique anglaise, Jancis Robinson, est également présente. Mouton est bien mentionné dans les notes sur Bordeaux de l'ambassadeur américain, mais seulement comme un vin de 3e classe, et il n'existe pas de traces d'achat de ce château dans ses archives. Ralph Frenzel entreprend d'ouvrir la bouteille en commençant par casser la cire avec un petit marteau de sommelier. Et, alors que le cachet s'effrite, laissant tomber des morceaux sur la table, le bouchon tombe dans le vin. Frenzel prend alors un filtre pour décanter le vin dans une carafe, quand un bruit sec et l'apparition d'une fissure informent l'assistance que la bouteille est sur le point de se fendiller. Le sommelier la met prestement dans une vasque et se dépêche de la verser dans une carafe, heureusement à temps. Le liquide
et de couleur brune, ambrée sur le disque, et d'une richesse impressionnante pour un si vieux vin que le maître de chez Raoul Blondin en est sous le choc. Philippe Cérès de Rothschild monte un verre à son grand-père officiellement souffrant. En vérité, le baron Philippe, dont l'épouse est morte au camp de concentration de Ravensbrück, a refusé de descendre accueillir les visiteurs allemands. Michael Broadbent, lui, est plutôt rassuré au moment de remonter dans l'avion pour Londres à 14h30. Le bouchon ressemblait à celui de la bouteille Dickem 1784, et il est tombé dans le vin comme celui de la bouteille Forbes. Et le verre, fissuré à l'ouverture, écarte la possibilité d'une gravure moderne. Si l'appartenance des bouteilles à Thomas Jefferson fait encore débat suite au rapport de Monticello, leur authenticité est en tout cas acquise pour l'expert anglais. L'année 1987 arrive et avec elle, le bicentenaire de la visite de Thomas Jefferson à Bordeaux. Le château Aubryon vient de faire poser une plaque en mémoire de sa visite de mai 1787 et Christie's annonce qu'une autre bouteille Jefferson, une demi-bouteille de Margaux 1787, Margaux écrit sans X, va être mise en vente durant le salon Vinexpo Bordeaux au printemps. Rassuré par la dégustation à Mouton Rothschild, Broadbent en a déjà vendu une seconde entre-temps en décembre 1986, un an après la première. Un château d'Yquem 1784 et dont l'acheteur final reste incertain. On murmure qu'il s'agirait de Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien propriétaire de Harrods et de l'hôtel Ritz à Paris, futur amant de Lady Diana. La vente de Vinexpo est l'occasion pour Marvin Shanken de prendre sa revanche de Londres, et il acquiert la demi-bouteille de Margaux pour $30 000. Afin d'éviter que l'incident de la bouteille Forbes ne se reproduise, Michael Broadbent demande au directeur du château Margaux, Paul Pontallier, de reboucher la bouteille au château. Pontallier refuse d'y toucher de peur de la casser, mais il accepte que l'opération ait lieu au château, et c'est Broadbent lui-même qui s'en charge, un peu surpris de trouver un bouchon plus long que sur les précédentes bouteilles. L'opération terminée, il range la bouteille dans une chaussette, la cale dans une boîte en carton et la met dans sa valise avant de remonter à Paris pour prendre le Concorde aux frais de Marvin Shanken et la livrer personnellement à New York à l'éditeur du Wine Spectator. Mais au-delà de la valeur historique supposée de la bouteille, certains riches amateurs veulent goûter ces fameux vins. Et en 1988, une dégustation intitulée 200 ans de Château Lafite est organisée à la Nouvelle-Orléans par le collectionneur américain Lloyd Flatt, à laquelle il convie Michael Broadbent et Hardy Rodenstock. Pour l'occasion, il a acquis auprès du collectionneur allemand une autre bouteille Jefferson, un Lafite de 1787. Durant la dégustation, la plupart des millésimes se présentent plutôt bien, hormis quelques vins qui étaient proprement imbuvables, comme il fallait s'y attendre. Tous les vins trop vieux pour être bu apparaissent oxydés et madérisés, montrant une robe très pâle, des arômes fanés et une structure très faible, ayant perdu toute leur chair au fil du temps. Tous, sauf le Lafite 1787. Celui-ci apparaît très sombre et excessivement acide, mais il est clair pour tous les participants que ce vin-là est différent des autres. Certains prononcent le terme de vinaigre, et Lloyd Flatt lui-même déclare « C'est le meilleur balsamique que j'ai jamais goûté ». Encore une fois, Broadbent et Rodenstock défendent le vin, mais les questions et les doutes autour des bouteilles Jefferson et du célèbre collectionneur allemand s'accumulent. Et ce n'est que le début. Les événements à venir, au tournant des années 90, vont bouleverser le monde du vin. Voilà donc le premier épisode de cette incroyable histoire des bouteilles Jefferson qui, depuis leur découverte en 1985, n'en finissent pas d'agiter le petit monde feutré des amateurs de grands crus et des vieux millésimes. Pour connaître le dénouement de cette histoire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette saga sur le vinaigre des milliardaires.